Zadig Amroun, Le pain de l'exil, lecture par la Compagnie du dernier étage, au Maghreb des livres 2016, organisé par Coup de Soleil, Hôtel de Ville de Paris. Bon, vous êtes né en 1967 en France, de parents kabyles. Et vous avez fait vos études en France et vous avez passé 2 ans à Londres et maintenant vous enseignez l'anglais en Seine-Saint-Denis. Non? À Paris? Ah bon. D'accord. Alors j'ai tout faux, mais ça fait rien. Ça ne change rien à votre livre. Comment? Ouais. Bon, alors votre livre s'appelle Le pain et l'exil, là je ne me trompe pas. Non, bon. Et c'est un récit qui met en scène en quelque sorte 2 villages de Kabylie. 2 villages qui sont assez éloignés l'un de l'autre et dans lesquels vivent 2 familles différentes. Et on voit la vie de ces familles. Le livre commence par l'exécution d'un monsieur kabyle qui avait été arrêté par les Français pour des raisons que je ne vais pas vous raconter le livre. Et ce qui est terrible, c'est que sa petite fille assiste à l'exécution. Et ensuite, ça se passe à Orange, je crois, et elle part ensuite en Kabylie avec sa grand-mère. C'est à Béjaïa ? Bon, décidément, j'ai pas de chance. Donc, elle part avec sa grand-mère dans le village d'origine de celle-ci et elle va être élevée par sa grand-mère. Et les relations entre cette petite fille et sa grand-mère sont tout à fait extraordinaires par la confiance qu'elles ont l'une avec l'autre et la façon dont la grand-mère enseigne à cette petite fille toutes les traditions du village. Et on voit une autre famille dans un autre village c'est une famille de forgerons, dont le petit dernier, qui est manifestement très doué, est quand même assez persécuté par les grands frères. Et il y a entre ce plus jeune garçon et sa sœur des relations extrêmement tendres et en quelque sorte ils se protègent l'un l'autre. Et peu à peu on va voir ces 2 familles se rencontrer essentiellement grâce au marché, puisque c'est 2 villages différents, et on voit la vie de la Kabylie se dessiner peu à peu. Et j'ai trouvé qu'il y avait à la fois une peinture des traditions kabyles qui était extraordinaire, une peinture des paysages aussi, extrêmement convaincante, et il y a aussi, bien sûr, en arrière-fond, l'histoire de l'Algérie et de ses relations avec la France et le soulèvement d'un certain nombre de Kabyles qui veulent se libérer. Et tout ça est un peu en demi-teinte. On s'est vu à travers les relations familiales plus que comme une espèce d'histoire classique, disons. Et voilà. Et ce livre, eh bien, je crois que c'est votre premier livre. Et comment ? Premier roman, oui, premier roman. Et c'est très, très convaincant, disons. Bon, je vais laisser la place au lecteur. Tanert noua un foulard sur sa tête afin qu'aucun cheveu ne souillât la nourriture. Son geste était sûr et précis. Elle posa le tissu sur son front, le lissa entre le pouce et l'index, maintint fermement les 2 extrémités du triangle et les croisa sur sa nuque. Puis elle forma et serra le nœud à la base du cou plutôt qu'au sommet du front, ainsi que la plupart des femmes. Enfin, elle se lava les mains et le visage. Elle était prête. Elle disposa les fruits dans un plat en terre, les grenades bistrées d'abord aux reflets métalliques qui cachent le mystère de leur muqueuse sous l'écorce rude, puis les grappes de raisin blanc, bijoux ornés de breloques posés sur l'argile. Des figues ensuite, dont le bleu-violet saturé avait tourné au brun et ajouté une sorte de colère contenue à la composition. Quelques instants plus tôt, elle était allée chercher dans la soupente, au-dessus de l'étable, 2 mesures de figues sèches.
Au moment de redescendre, son pied nu s'était tordu sur le barreau de l'échelle et elle avait ressenti une douleur aiguë à la cheville. Serrant les dents, elle s'était promis de se masser le pied avec de l'huile d'olive pour faire passer la douleur. Prenant un peu de recul, Tanirth observa son travail, sévère, concentré à l'extrême, le retoucha, inclina une grappe, enleva une figue trop ridée, fit pivoter une grenade pour que les couleurs vibrent à l'unisson, puis, bien qu'encore insatisfaite de cet équilibre, n'y toucha plus, souleva lentement le plat et le posa sur le coffre. Elle eut pour le couscous autant d'attention. Les légumes posés sur la semoule d'orge, les morceaux de viande symétriquement répartis, exigeaient d'elle le même savoir-faire que personne ne lui avait transmis. Son œil s'était exercé jusqu'à devenir expert. Avec les produits les plus simples, fruits, légumes, semoules, viande et les objets ordinaires, elle savait mettre ses frères en appétit et se nourrissait de son ouvrage plus que des restes qu'elle touchait à peine. Avant que Saïd et Ali ne saccagent son travail, impatient et vorace, elle s'imprégnait de ses compositions éphémères. Ainsi, chaque jour, elle se plaisait à recommencer pour peaufiner son œuvre et approcher un peu plus de sa destination, capturer l'esprit de la matière au-delà de la couleur et de la forme, du champ même, et la rendre incorruptible. L'infini se manifeste dans le fini. Tanirth ne comprenait pas toujours les formules que l'imam prononçait de sa voix grêle, mais de cette phrase, elle était sûre. Elle savait que son propre corps recelait de mystère. Elle ressentait, au moment de prier surtout, la sensation de se fondre dans le monde, de ne plus s'appartenir. Un jour, elle avait même eu un étourdissement, un bref évanouissement pendant lequel sa conscience avait été fulgurante, une étoile filante. Mais jamais son ventre ne serait rond et enflé comme les calebasses. Jamais elle ne se remplirait comme les icoufanes. Elle resterait, telle la lampe éteinte, la lampe votive qu'on se transmettait de mère en fille, conservée au fond du coffre, blottie contre les couvertures. Bismillah. Adan eut à peine prononcé la formule rituelle que Saïd et Ali se ruèrent sur la nourriture. Les doigts aux ongles noirs fourrageaient dans le plat. La viande était coriace, la semoule trop cuite à leur goût. Ils s'en prirent à Tanirth, la rudoyèrent, voulurent lever la main sur elle. Leur sœur, acculée contre le mur, ferma les yeux, prête à endurer les coups. Elle attendait que les poings lui labourent le ventre en protégeant son visage de ses mains. Elle n'éprouvait pas de haine et avait depuis longtemps extirpé d'elle le sentiment de l'injustice, comme on arrache une mauvaise herbe. Les deux frères rabrouèrent Adan, qui s'interposait. Ils avaient bu, mais pas au point d'être ivres. L'alcool attisait leur violence. Adan sentit l'haleine chargée de Saïd. Une veine battait à sa tempe. Il avait le front moite, mais il était loquace. Il ose nous défier maintenant. Pour qui se prend-il? Son succès lui est monté à la tête. Puis il ajouta en regardant Adan droit dans les yeux. Si Mohan était là, il te rosserait. Tu n'es qu'un avorton. Souviens-toi que tu es né avant terme, plus chétif qu'un oisillon tombé du nid. Et laid avec ça, à faire peur. Notre mère, paix à son âme, t'a veillé jour et nuit. Tu étais pendu à son sein. Elle ne s'en est jamais remise. Et puis celle-là a fini de l'épuiser. Regardez-moi cette feignante. Elle nous coûte trop cher et elle refuse tous les partis qui se présentent. Elle se prend pour une princesse. Mais nous allons la mater. Saïd ne se possédait plus, exalté par ses propres paroles. Si vous touchez à Tanirth, je vous égorge. Adan avait parlé calmement. La lame de la flissa qu'il portait en sautoir sous sa chemise dans une gaine de cuir et dont il ne se séparait jamais, fit reculer ses deux frères. Mangeons en paix, maugréa Saïd. Nous réglerons ça plus tard. Et toi, Tanirth, ne t'avise plus jamais de sortir de la maison. Mademoiselle va au marché. Maintenant, elle dépense notre argent, elle bafoue l'honneur de la famille. Vous ne perdez rien pour attendre tous les deux. Méfiez-vous, c'est moi qui vous égorgerai pendant votre sommeil. Comme des moutons.
Il fit le signe de se trancher la gorge. Il broyait chaque mot, il tituba et s'écroula. Adan le releva. Saïd le serra dans ses bras. Merci mon frère. Après Mohand, c'est mon tour. Ils vont revenir, je n'en dors plus. Les 3 frères se rassirent autour du grand plat commun et mangèrent de bon appétit, en silence. Ils portaient toujours leur tablier de cuir sur lequel ils essuyaient leurs doigts. Les bruits de mastication entrecoupés de rots sonores semblaient indécents à Tanirth. Saïd et Ali se servaient d'abord. Ils choisissaient les meilleurs morceaux, négligeaient les légumes, mordaient à pleines dents dans la viande, suçaient la moelle, réclamaient de l'eau. Ils formaient au creux de leur paume droite des boulettes qu'ils avalaient goulûment, la bouche encore pleine. Adan, plus délicat que ses frères, se tenait droit et mâchait lentement. Il était reconnaissant à Tanirth d'avoir préparé ce couscous d'orge perlé. D'ailleurs, on se contentait d'une soupe de racines. Sur un signe de main de Saïd, Tanirth s'empressa d'enlever les reliefs du couscous et posa sur le sol le plat de fruits. Adan apprécia le langage des couleurs et la géométrie des lignes. Les figues et les grenades étaient munies d'un bec, comme les poteries. Les fruits buvaient l'ombre et la lumière. Saïd empoigna une grappe de raisin, la tint au-dessus de sa bouche et goba quelques grains. Puis, il en jeta un à son frère qui le rattrapa au vol. Il croquait les pépins ou les crachait dans leurs mains gauches à un rythme effréné. Ce jeu dura jusqu'à ce que le raisin eût disparu. Adan en était exclu. Il se décida à inciser une grenade, en coupa un quartier qu'il offrit à Tanirth. Puis on déroula les nattes pour la sieste. Tanirth dormait en retrait de ses frères, alignés le long du coffre pour veiller leur trésor. Saïd et Ali sortirent sous le prétexte de prendre l'air. Tanirth attendait ce moment avec impatience. Seule avec Adan, elle pouvait se confier, lui montrer son ouvrage sur le métier à tisser. Le burnous était presque terminé, il ne restait plus qu'à assembler la capuche. Adan remarqua que sa sœur boitait légèrement. « C'est ta chute de ce matin ? Montre-moi ton pied. » La cheville était enflée. « Laisse-moi faire. » Il enduisit d'huile d'olive une bandelette de tissu, massa la cheville endolorie, puis la banda soigneusement. « Si la douleur ne passe pas d'ici demain, j'irai chercher de quoi faire un cataplasme. Maintenant, couche-toi, tu as besoin de repos. Je m'occupe de la vaisselle. » Tanirth s'endormit aussitôt. Elle entendit les bruits d'une rixe redoublée de violence, associée au grand soufflet de la forge et au cliquetis de la chaîne. Le sang coulait des gorges tranchées et formait sur la terre battue une flaque noire. Adan essuya la lame de sa flissa. Le chien du pommeau, aux yeux exorbités, aboyait et montrait les dents. Adan arracha les 2 têtes et les posa sur le plat vidé de ses fruits. Il piétina le raisin, les figues, les grenades, barbouilla du sang de ses frères la main de Fatma, puis secoua son mufle rouge. Ce n'était plus l'Adan qu'elle connaissait, mais une créature mi-homme, mi-taureau. Tanirth hurla. Adan accourut. Saïd et Ali poussèrent la porte indignés et jetèrent leurs cigarettes. Adan posa sa main sur le front de sa sœur. Il était brûlant. Tanirth ouvrit les yeux. « J'ai soif. Apporte-moi un peu d'eau, s'il te plaît. » Saïd ricana. C'est une ruse. Cette fille est possédée, maudite femelle. Elle nous prive de notre sieste. Qu'elle soit remise à notre retour et que le dîner soit apprêté. Il asséna son poing sur la porte. Qu'elle crève. Adan s'agenouilla auprès de sa sœur, maintint le verre entre ses lèvres et lui soutint la tête. L'eau coulait doucement. Tanirth était encore engourdi. « Rendors-toi maintenant, petite sœur. Je suis là. » La sensation de ce corps inerte et chaud, les yeux suppliants, les cheveux épars, avait troublé Adan. Il prit sa pierre à aiguiser et s'assit sur le coffre. Allongé sur le côté, la tête enfouie au creux du coude, les yeux baignés de larmes, Tanirth lui murmura « Reste auprès de moi, toujours. »
Je ne sais pas s'il y a parmi vous des gens qui veulent poser des questions à l'auteur, ou l'auteur pourrait peut-être nous expliquer d'où lui vient cette extraordinaire connaissance des coutumes et de la Kabylie. Je ne sais pas si vous y avez vécu ou si ce sont des récits qui vous ont transmis cette connaissance. Non, je n'y ai pas vécu, je suis un pur produit de l'école républicaine française. Je suis né sur le sol français, et ce que je connais de la Kabylie, en fait, c'est indirectement par ce que m'a transmis ma mère, à travers des chants, des contes surtout, et des bribes de l'histoire familiale, et par ce que j'ai rassemblé, et dont j'ai fait ce roman. J'ai mis les pieds en Kabylie qu'au lendemain de la mort de mon père, il y a 11 ans. Donc je n'en connais que très peu de choses, mais je pense qu'il y a une forme de pressentiment ou de prescience de ce que l'on est à rebours, c'est-à-dire par le passé. De la même façon que dans cet extrait, Adan, mon héros, revivait intuitivement dans le rêve la présence du dieu Gurzil, qui est un dieu de l'Antiquité berbère. Je crois que moi-même, je me suis imaginé les paysages kabyles, et que quand je suis allé sur place, je me suis rendu compte que mon imagination, nourrie par les contes de ma mère aussi, était assez fidèle au modèle. Des questions à poser? Quelqu'un d'autre? Non? Moi, il y a une chose qui m'a frappée aussi, c'est la violence des relations entre les frères, par exemple, les frères vis-à-vis de la sœur. Dans cette famille de forgerons, on a l'impression que les frères ont tout pouvoir et qu'ils sont extrêmement fiers d'utiliser leur pouvoir contre leur sœur ou contre le petit frère. Alors je ne sais pas si c'est dû... C'est vrai mais il faut voir aussi que j'ai choisi une esthétique qui est l'esthétique du conte, c'est-à-dire que tout est stylisé, et la violence sert aussi à cette stylisation. La rudesse des rapports jusqu'à la férocité parfois est un fait. Je crois qu'il y a dans la société traditionnelle, et pas uniquement la société berbère, mais la société de l'ancien régime français de la même façon, où l'existence d'une vache importait plus que l'existence d'un enfant, et pour cause, puisque c'était le soutien économique de la famille. Je crois que la grosse différence entre les sociétés traditionnelles et les sociétés industrielles ou post-industrielles, c'est que ces sociétés connaissent très peu l'hypocrisie. Donc, la démonstration, les affects, qui renvoient souvent d'ailleurs à la tragédie antique, sont toujours présents et sont exprimés. Tous les affects sont exprimés, ce qui n'est pas le cas dans nos sociétés, ou ce qui est rarement le cas pour des raisons de convention et d'étiquette.